Bonjour. Alors, je crois qu'on a un professeur du CHU de Nantes qui nous fait, d'Angers, pardon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui va peut-être pouvoir nous éclairer un petit peu sur la maladie d'Achille. Alors, vous ne connaissez pas le cas particulier d'Achille, évidemment, mais au regard de ce que raconte Dorothée, sa maman, déjà bienvenue et merci, vraiment merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous de m'accueillir également. Et puis, juste pour rappeler, vous êtes le professeur Boccaccio. Vous exercez au CHU d'Angers. D'Angers, absolument. Voilà, dans le service. Alors, je suis professeur de génétique et je dirige en fait le laboratoire de génétique moléculaire donc du CHU d'Angers où on a aussi donc on est adossé à des centres de référence justement sur un certain nombre de maladies, dont les maladies donc neurogénétiques, maladies mitochondriales ou de réceptivité hormonale. Et on est également aussi centre de référence avec Nantes sur les maladies neuromusculaires également. Donc j'ai bien entendu effectivement votre situation en fait, le cas d'Achille, qui est effectivement malheureusement souvent quelque chose qui est souvent le cas pour un certain nombre de familles, c'est l'errance diagnostique. Parce qu'avant de vouloir envisager effectivement des thérapeutiques, il nous faut d'abord faire le diagnostic de la maladie. Et c'est souvent un parcours qui peut être parfois très rapide, c'est-à-dire qu'on va avoir le diagnostic assez rapidement. Et puis pour un certain nombre de familles, ça sera beaucoup plus long, puisque chercher effectivement l'anomalie génétique, souvent c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, bien sûr. Mais grâce justement à l'apport des nouvelles technologies, notamment d'analyse du génome, c'est ce qui est probablement le cas dans pour Achille. Donc ces analyses génétiques sont en cours, j'imagine, pour analyser finalement les gènes les plus pertinents qui seraient effectivement responsables de la myopathie de votre enfant. Dorothée nous expliquait que ça fait déjà plus de 6 mois que l'analyse a été faite et que vous attendez les résultats. C'est très long, c'est normal que ce soit si long. Et pourquoi est-ce que ça demande autant de temps ? Alors ce sont des nouvelles technologies qui justement nous permettent maintenant d'explorer la totalité du génome. Alors notre patrimoine génétique, c'est 20 000 gènes. Donc il faut arriver à identifier, bien sûr, parmi ces 20 000 gènes, quel est le gène responsable de la maladie. Comme vous le disiez, c'est une myopathie un petit peu atypique, qui ne correspond pas forcément aux signes. Et donc pour cela, il nous faut analyser la totalité de ces gènes, de cette information génétique, pour pouvoir identifier, comme je disais, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc ça peut être quelque chose qui peut être assez rapide, c'est-à-dire que l'anomalie va tout de suite nous sauter aux yeux. Et puis parfois, il faut effectivement regarder, analyser et pour pouvoir l'identifier. Gène par gène, il y en a 20 000, vous dites, et vous passez gène par gène. Voilà. Donc parfois, effectivement, la chance, c'est d'arriver sur les 100 premiers gènes, par exemple. Et puis dans d'autres cas, peut-être comme celui d'Achille, vous êtes obligé d'explorer beaucoup plus loin pour pouvoir trouver le gène responsable de sa maladie. Est-ce qu'il y a un traitement pour chaque myopathie ? J'imagine qu'il y a 20 000 gènes, donc il peut y avoir 20 000 myopathies différentes, c'est ça que ça veut dire ou pas ? Il peut y avoir en tout cas, effectivement, donc on a à l'heure actuelle très peu quand même malgré tout de ressources thérapeutiques. On commence à avoir un certain nombre de traitements, que ce soit des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, voire des thérapies pharmacologiques qui peuvent justement essayer de combattre en quelque sorte ces maladies. Mais sur les ressources thérapeutiques, c'est justement tout l'intérêt du Téléthon, c'est de pouvoir continuer donc à trouver ces thérapeutiques. Mais avant de trouver la thérapeutique, il nous faut diagnostiquer. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important. On peut traiter que ce que l'on connaît bien. Et bien évidemment, donc c'est l'étape indispensable. Mais je suis sûr qu'elle arrivera effectivement à un moment donné à vous apporter une réponse. Et c'est aussi une réponse qui est effectivement... Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que la France est couverte donc, avec des centres de référence donc, dans différentes pathologies. Alors là, en l'occurrence, c'est une pathologie donc, qui touche le muscle, donc les centres de référence neuromusculaires. À Nantes et à Angers, donc, on a effectivement ces centres de référence. Et justement, ce sont des centres de référence avec des médecins experts. En l'occurrence ici, le professeur Yann Péréon, j'imagine, qui vous suit. Et avec justement un diagnostic et un suivi et une analyse qui, j'espère, va se révéler rapidement positive pour qu'on puisse après envisager
une thérapeutique pour Achille. C'est vrai qu'on comprend la colère des parents dans ce cas-là, parce que déjà c'est l'impuissance totale. Et puis au fur et à mesure que les diagnostics sont faits, on ne trouve pas que les examens sont faits, pardon, on ne trouve pas le diagnostic. Et pendant ce temps-là, la maladie, elle continue à évoluer, elle continue à progresser. Et on aimerait juste trouver le moyen d'accélérer pour pouvoir trouver le traitement qui enfin va soulager et ralentir la progression de cette maladie. J'imagine que c'est un petit peu ça aussi, Dorothée. Ben, c'est vrai que quand on sait vers quoi on va, on peut, entre guillemets, prévenir des choses qui peuvent avoir lieu. Là, on ne sait pas. C'est un peu au jour le jour. On ne sait pas s'il peut avoir des troubles au niveau respiratoire. On ne sait pas s'il peut avoir... C'est l'incertitude. C'est un peu compliqué. Donc, ça amène toujours quelques inquiétudes. Bon, moi, j'ai la chance d'être infirmière, donc c'est vrai que... j'arrive facilement à relativiser, à surveiller, à voir les choses, à le soigner en temps et en heure. Mais bon, c'est vrai que je comprends qu'il y ait des parents qui sont extrêmement inquiets. Alors, on va peut-être libérer du coup la famille Chenette, Dorothée, Tom et Achille. Le professeur va rester avec nous, on vous retrouvera dans quelques instants. Merci Tom, merci Dorothée. Ouais, merci Achille. Achille. Bon retour à vous, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous le souhaitez, on vous accueillera avec grand plaisir, bon courage à Et puis à dans tous les années trois. suivantes pour nous donner de vos nouvelles et de celles d'Achille pour savoir un petit peu comment ça a évolué. Voilà, exactement. On l'espère. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'année 2018, le diagnostic. Merci beaucoup. Donc professeur, merci de nouveau d'être encore parmi nous. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la myopathie avec Achille, le cas d'Achille. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce que c'est votre travail au quotidien et comment, dès lors que quelqu'un à qui on diagnostique une maladie rare, puisque voilà, on n'a pas pu diagnostiquer quelque chose d'autre, arrive chez vous, comment ça se passe en fait? C'est quoi le parcours et comment ça se déroule pour la famille et pour vous ensuite? Très bien. Donc moi je suis professeur de génétique médicale donc au CHU d'Angers. Et on a un certain nombre de centres de référence nationaux qui nous permettent effectivement d'accueillir ces patients sur un certain nombre de maladies, de pathologies. Donc le patient arrive, est vu par un médecin expert justement de sa maladie. Et ensuite des prélèvements sont effectués pour assurer donc, ou en tout cas essayer de trouver l'anomalie génétique responsable de cette maladie rare. Et c'est justement, donc je suis en charge du laboratoire de génétique moléculaire au CHU d'Angers qui assure le diagnostic de ces maladies génétiques. Donc tout notre travail, bien évidemment, est d'identifier l'anomalie génétique qui va être responsable de la maladie donc du patient. Et ensuite, à l'issue effectivement donc, de ce travail, on a parfois la chance effectivement d'identifier très rapidement cette anomalie qui permet de mettre en quelque sorte un nom, une étiquette en quelque sorte sur la maladie génétique. Vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est un vrai travail de fourmi puisque notre patrimoine génétique est fait de 3 500 000 lettres, c'est ça ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc ça veut dire que dès lors qu'on détecte une maladie génétique, il faut trouver parmi tous ces gènes quel est celui qui est en cause dans le dysfonctionnement. Absolument. Alors notre patrimoine génétique, c'est même plus que ça, c'est 3,2 milliards de lettres qui effectivement vont se répéter. Et tout notre travail va être d'identifier la lettre qui va être mal orthographiée en quelque sorte et donc responsable de l'anomalie génétique qui va, elle, entraîner finalement une synthèse de la protéine, donc qui va être souvent en cause dans la maladie, avec une protéine qui va être anormale justement et ne pas fonctionner et entraîner la maladie. Donc tout ce travail, comme vous pouvez le penser, effectivement, est extrêmement compliqué, mais grâce justement aux nouvelles technologies qui nous permettent maintenant d'évaluer la totalité donc, de notre patrimoine génétique, on a la capacité d'identifier plus rapidement et parfois plus facilement l'anomalie génétique donc, chez le patient. J'imagine que ça fait quelques années que vous exercez ce métier. Vous avez vu l'évolution qui a eu lieu pendant toutes ces années. Quand vous avez démarré, vous n'aviez pas les mêmes moyens de recherche que vous avez aujourd'hui. C'est quoi le parcours finalement? Comment cette évolution elle a eu lieu et en quoi aujourd'hui ça permet d'aller plus vite dans le diagnostic? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait des technologies qui étaient extrêmement rudimentaires, on va dire. On analysait finalement, donc le génome, c'est 20 000 gènes, donc c'est 20 000 informations qu'il faut analyser
et on faisait ça de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on analysait un gène, puis un autre, puis un autre. Là maintenant, avec les nouvelles technologies, ça nous permet effectivement de regarder de manière en simultané l'ensemble de ces 20 000 gènes. Donc bien évidemment, ça va vous apporter une quantité énorme d'informations génétiques qu'il va falloir traiter. Et là, tout le travail justement va être d'avoir à nos côtés des informaticiens, des bioinformaticiens qui vont nous permettre de décrypter toutes ces informations génétiques qui auront été générées. Mais ça représente quand même malgré tout une avancée spectaculaire, puisque comme on l'a vu avec la famille précédente, donc on a réduit d'une certaine manière l'errance diagnostique qui est importante dans ces maladies rares, puisque par définition elles sont rares et donc difficiles à diagnostiquer. Et c'est ce qu'on a vu qui était vraiment difficile pour les familles, l'attente d'avoir un diagnostic posé pour pouvoir ensuite avancer et surtout traiter la maladie. Absolument. La première étape, c'est d'avoir une étiquette, de savoir effectivement quelle est la maladie rare, effectivement la maladie génétique rare dont souffre le patient, et ensuite de pouvoir justement, une fois qu'on a cette information-là, de commencer à réfléchir aux solutions thérapeutiques que l'on peut utiliser justement pour traiter cette maladie. On parlait de l'évolution des technologies, tout ça, ça a été possible grâce au Téléthon et grâce aux dons qui sont faits chaque année. On le répète sans arrêt, évidemment, ça peut paraître répétitif, comme on dit, mais c'est important pour vous, puisque ça vous permet d'avoir de bonnes conditions de travail derrière et surtout d'aller plus vite dans la recherche. Absolument. Donc si on n'avait pas le soutien du Téléthon, on aurait certainement moins de capacité à avancer aussi rapidement, à la fois sur la partie diagnostique, pour réduire cette errance diagnostique, mais également pour trouver des solutions thérapeutiques donc pour ces patients. Et vraiment, l'effort qui est consenti justement par toutes les années effectivement par le Téléthon nous aide énormément justement à avancer et à permettre à mieux diagnostiquer et bien sûr à mieux traiter ces maladies. Vous me parliez tout à l'heure d'une équipe qui travaille, puisque vous n'êtes pas seul à rechercher finalement la problématique chez un patient. Comment est constituée l'équipe qui travaille, qui y a derrière une prise de sang ou un prélèvement, une biopsie, comme nous expliquait tout à l'heure Dorothée? Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que l'échantillon est parti du lieu de prélèvement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque le patient a été vu par le médecin expert, comme je le disais, il a été ensuite prélevé. Donc, on prélève un certain nombre de tissus, de sang, effectivement, pour réaliser des analyses génétiques. Ces analyses génétiques ensuite sont ensuite faites dans le laboratoire et pour avoir effectivement un résultat. Et bien souvent, après, il y a des programmes de recherche qui vont être aussi mis en place, justement, lorsqu'on aura diagnostiqué la maladie, justement, chez le patient. Et là, ça représente également une équipe de chercheurs qui travaillent dans le laboratoire. Donc, le laboratoire, effectivement, donc, au CHU d'Angers, le laboratoire de recherche, donc, est reconnu par l'INSERM et le CNRS, et est largement financé par l'AFM, et notamment donc, pour soutenir nos programmes de recherche. Et ça représente environ une équipe de 30 à 35 personnes, de chercheurs, de doctorants, donc d'étudiants qui, justement, travaillent sur ces programmes de recherche. C'est valorisant aussi de travailler sur ces programmes de recherche parce que parfois on ne fait pas que chercher, heureusement, et on peut trouver des choses qui n'ont jamais été trouvées par d'autres chercheurs dans d'autres centres hospitaliers ou universités dans le monde. Donc c'est important, enfin, c'est un métier quand même qui est très très important aujourd'hui. Oui, c'est un métier qui est le métier de la recherche. Enfin, ce sont des métiers, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Bien sûr. Ce sont des métiers qui sont extrêmement exaltants, puisqu'effectivement on fait de la recherche en ayant effectivement la notion que derrière des familles attendent justement les résultats de ces travaux de recherche. Donc ça aussi, c'est une motivation importante. Et le fait effectivement de pouvoir faire avancer la recherche est certainement, en tout cas pour les étudiants, pour tous ceux qui travaillent dans le laboratoire de recherche, quelque chose une motivation importante. On a parlé tout à l'heure des centres d'experts. C'est important. Il y en a plusieurs répartis sur le territoire national, avec chacun sa particularité, sa spécificité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont ces centres d'experts ? Alors, la France, donc, avec le ministère de la Santé, a réparti un certain nombre de centres de référence donc, sur toute la France. Ces centres de référence sont souvent spécialisés dans une maladie rare donnée, puisque effectivement, ça permet comme ça de concentrer des médecins experts dans cette pathologie en particulier, d'avoir également après des laboratoires qui sont spécialisés dans le diagnostic de ces maladies
et puis après aussi d'avoir des programmes de recherche avec des laboratoires de recherche qui sont... Donc c'est vraiment un tout, et ça permet effectivement d'une certaine manière de se concentrer sur une maladie rare. D'où l'importance effectivement d'avoir sur le territoire donc une répartition extrêmement pour ces maladies génétiques. Ça veut dire que si demain on me découvre via des dysfonctionnements de mon corps une maladie qui peut être une maladie rare, il faut que je sois orientée vers un de ces centres de référence pour pouvoir être prise en charge rapidement et surtout qu'on puisse aller rapidement vers un diagnostic et vers une thérapie derrière. Voilà, il y a tout un cheminement effectivement de stratégie diagnostique qui est fait avec votre médecin généraliste qui va ensuite envoyer un spécialiste et ensuite, en fonction effectivement des signes présentés par le patient, va l'orienter plutôt vers un centre de référence qui va être plutôt centré sur l'étude du muscle ou plutôt centré sur l'étude effectivement du cerveau, si des signes neurologiques sont présents. Donc il y a vraiment toute une sorte d'analyse de la situation pour envoyer vers le centre de référence qui est le plus approprié en fonction de la maladie rare. Il faut bien rappeler que ce sont des maladies rares, donc pas forcément vues quotidiennement par le médecin généraliste ou même le médecin spécialiste, et donc difficiles à diagnostiquer. Surtout que souvent le diagnostic de ces maladies rares sont souvent, notamment au début de l'apparition des premiers signes, sont souvent des signes qui ne sont pas forcément spécifiques justement de cette maladie et donc qui expliquent d'une certaine manière, en quelque sorte, une errance diagnostique qui est souvent le cas avant d'arriver à un diagnostic final. Oui, parce que les premiers symptômes peuvent être apparentés à une maladie totalement connue. Et puis, ça peut être l'apparition d'autres symptômes qui ne sont pas spécifiques à cette maladie, qui peuvent faire dire aux spécialistes « j'ai un doute, c'est peut-être pas ça, peut-être qu'on va aller creuser ailleurs ». C'est comme ça un petit peu que ça se passe dans le quotidien. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment une analyse à la fois des signes cliniques que présente le patient, des bilans qui pourront être faits justement sur un muscle, où justement on parlait tout à l'heure de la nécessité parfois d'avoir recours à une biopsie musculaire, donc qui va prélever un petit morceau de muscle. Mais cette information, ce petit morceau de muscle qui sera prélevé, va être extrêmement riche d'informations, qui va pouvoir permettre d'orienter en quelque sorte le patient vers le centre le plus approprié. Oui, c'est vraiment le centre de référence va arriver en étape quasi finale lorsqu'on a épuisé toutes les autres possibilités, où on a regardé toutes les maladies qui pouvaient être liées aux différents signes cliniques. On a tout épuisé, on ne sait plus trop vers où aller. La biopsie, c'est le dernier examen pour pouvoir déterminer s'il peut s'agir d'une maladie rare ou pas, c'est ça ? Alors c'est souvent lorsqu'on est en face effectivement d'une symptomatologie qui va être principalement musculaire. Justement, l'orientation va permettre justement d'orienter le patient vers le centre de référence le plus approprié. Et l'idée surtout, c'est de pouvoir accélérer ce processus-là pour éviter que les patients restent pendant des mois, des années sans un diagnostic et d'être tout de suite justement analysé et diagnostiqué donc, par le centre de référence le plus approprié. On a vu le cas tout à l'heure d'Achille qui souffre d'une myopathie dont on ne peut pas encore donner le nom. Combien de malades en France souffrent d'une maladie rare ? Alors, il y a à peu près 3 millions de Français qui souffrent actuellement donc, de maladies rares. Ça représente environ aussi à peu près 30 millions donc, au niveau européen. Donc, vous voyez effectivement que certes, ce sont des maladies rares. On en dénombre à peu près 7600 actuellement. Mais ça représente quand même un nombre extrêmement important de Français qui effectivement souffrent de maladies rares. Ça représente à peu près 5% de la population quand même. Absolument, oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est, certes, ce sont des maladies rares qui sont très hétérogènes, puisqu'elles sont extrêmement diverses et variées, mais qui représentent quand même un nombre de patients extrêmement important au niveau donc, du territoire français. 7000 maladies rares ont été référencées aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Vous en découvrez de nouvelles chaque année ? Alors, on en découvre chaque année, puisque effectivement maintenant on a la capacité, avec les nouvelles technologies d'analyse de notre patrimoine génétique, de dépister, de découvrir de nouveaux gènes impactés et responsables de maladies. Donc, on peut effectivement penser que dans les années qui vont venir, on aura ce nombre de maladies génétiques va augmenter de manière significative.
C'est ça, c'est-à-dire que tant que la technologie ne le permettait pas, on pouvait croire naïvement qu'il existait peu de maladies rares. Aujourd'hui, on a bien conscience que le nombre va évoluer. Il peut exister autant de maladies rares qu'il y a de gènes? Probablement, effectivement, on a 20 000 gènes. On peut effectivement peut-être suspecter que des anomalies génétiques peuvent se répercuter sur l'ensemble de ces 20 000 gènes et qu'à un moment donné, ces anomalies vont être aussi responsables de maladies et donc avoir un nombre finalement de maladies rares qui sera bien plus important que ce qu'on peut avoir effectivement à l'heure actuelle. Est-ce que parmi ces maladies rares, certaines peuvent ne pas impliquer de symptômes visibles ou on peut souffrir d'une maladie rare sans forcément manifester de signes cliniques très forts? Alors ces maladies rares peuvent survenir à tout âge en fait en pratique. Ça peut survenir justement à la naissance, durant effectivement l'enfance ou l'adolescence, voire à l'âge adulte. Donc on a effectivement tout un panel finalement de symptomatologie, ou en tout cas de symptômes, qui va varier en fonction également de l'anomalie génétique. Il y a des anomalies génétiques sur un gène donné qui vont donner effectivement des formes moins sévères que d'autres. L'exemple le plus frappant, c'est la myopathie de Duchenne, où on a vraiment dans cette myopathie une absence totale de la protéine qui va être, et cette absence de protéine va justement entraîner cette maladie de Duchenne. Et puis on a à côté de ça la myopathie qui va toucher le même gène, qui s'appelle la myopathie de Becker. Et là, on a une protéine qui est certes anormale, mais en quantité moindre, mais qui est quand même malgré tout présente. Et on voit bien que la myopathie de Becker est un petit peu moins sévère finalement que la myopathie de Duchenne. D'accord. On parlait tout à l'heure donc de ce diagnostic, enfin en tout cas de ces maladies qui peuvent apparaître à n'importe quel âge de la vie. Pour autant, les dés sont jetés à la fabrication, lors de la conception en tout cas. Certains parents peuvent culpabiliser. Dès lors qu'on dit maladie génétique, on a l'impression que c'est nous qui avons transmis la maladie à notre enfant. Est-ce que c'est ça, la réalité, ou est-ce que c'est pas au moment où le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent qu'il y a eu un couac dans la mécanique? Alors, ça peut être le cas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à peu près, quand même malgré tout, sur les maladies génétiques, 2/3 des cas vont se survenir avant l'âge de 2 ans. Donc ça reste quand même des maladies qui surviennent de manière relativement précoce. Et alors, soit effectivement, il peut y avoir un héritage maternel ou paternel, effectivement, d'une anomalie qui va se répercuter effectivement chez ces enfants. Mais ces anomalies peuvent également survenir, qu'on appelle finalement des anomalies donc de novo, c'est-à-dire qu'elles vont survenir de manière naturelle en quelque sorte. La nature parfois fait des erreurs et sans que forcément ces anomalies soient présentes ni chez le père ni chez la mère. Donc on a les différents cas de figure, soit effectivement anomalies transmises soit par le père ou par la mère ou par les deux, ou parfois aussi des anomalies qui vont être justement survenir durant l'étape de fabrication, justement, la conception, et du fait d'une erreur donc due à un problème effectivement. C'est la nature qui a pas mis crée cette erreur sans le voilà. C'est peut-être quand les parents apprennent que c'est une erreur de la nature, enfin en tout cas un petit défaut de fabrication, moins culpabilisant que de se dire j'ai transmis le gène à mon enfant. Ça ne doit pas être facile aussi pour l'entourage d'accepter la maladie de l'enfant et de pouvoir avancer avec ça sans se sentir coupable. Oui, et puis ce qu'il faut aussi rajouter pour peut-être rassurer effectivement aussi les familles, hein, on a tous dans notre génome des erreurs, et forcément ces erreurs, on a environ entre 50 à 100 anomalies génétiques, mais qui ne vont pas forcément être responsables de maladie, puisqu'il faudra effectivement que cette anomalie soit transmise à la fois par le père et la mère de manière combinée pour être responsable d'une maladie. Donc on a tous en nous effectivement un certain nombre d'anomalies, et donc je pense qu'il n'y a pas à avoir ce phénomène de culpabilité justement par rapport à ça. Je crois que voilà, c'est la vie qui fait que parfois il y a des erreurs qui sont faites, et bon, il faut certainement, à nous maintenant, médecins et chercheurs, de trouver des solutions pour mieux diagnostiquer d'une part, et surtout traiter effectivement ces enfants qui sont atteints de ces maladies génétiques. Être là pour traiter, diagnostiquer et accompagner les familles, j'imagine, dans la révélation du diagnostic et puis
et puis dans le fait de rassurer ces familles en les déculpabilisant. Tout à fait. Je crois que l'accompagnement des familles, elle est aussi une des tâches essentielles effectivement du médecin qui va justement accompagner ces familles et leur expliquer leur expliquer effectivement les tenants et les aboutissants et les mécanismes, et puis que l'on est là ensemble pour combattre ces maladies. C'est une nouvelle équipe. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions de manière très claire. On vous retrouve tout à l'heure sur le plateau avec une famille, si vous le voulez bien, pour pouvoir discuter ensemble. Professeur, vous nous avez rejoints. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la maladie de Camille, si vous en avez... Alors donc, j'ai pu en comprendre effectivement pour avoir un petit peu discuté un peu avant. Donc c'est une myopathie, myopathie de Steiner, donc ça a dû être dit. Et cette myopathie effectivement survient fonction effectivement de l'âge, mais va survenir effectivement chez les jeunes enfants en fait, c'est ce qui est le cas ici. Et va effectivement handicaper d'une certaine manière avec des faiblesses musculaires importantes et se manifester en tout cas. On va changer le micro parce qu'a priori il y a un petit souci. Mettez pas la main trop bas et ça ira très bien. Donc principalement ce sont des signes d'atteinte musculaire, effectivement avec des faiblesses musculaires qui vont se manifester et comme ça a été précisé, effectivement souvent les signes, notamment au niveau du visage, peuvent être aussi évocateurs de la maladie, ce qui a été le cas ce qui a permis d'accélérer en quelque sorte le diagnostic de cette myopathie. Et ensuite, suite à ça, on a derrière une analyse génétique qui est faite pour analyser le gène en question responsable effectivement de cette atteinte musculaire et permet de déterminer justement la maladie. Le type de la maladie. Le type de myopathie, et en l'occurrence, c'était une myopathie qui dit de Steiner. D'accord. Au quotidien, c'est quoi la vie de Camille, la vie de la famille finalement? Comment est-ce que vous arrivez à évoluer avec cette maladie? Est-ce qu'il y a eu un traitement qui a été mis en œuvre? Non. Aucun traitement? Aucun traitement. Après, au quotidien, c'est surtout, il faut faire attention, c'est au suivi médical qu'on le fait régulièrement, parce qu'il faut contrôler régulièrement son cœur, régulièrement ses poumons, au niveau de sa respiration, faire attention qu'elle ne s'encombre pas, parce que du coup, au niveau musculaire, elle n'a pas la force, en fin de compte, de tousser correctement et de se dégager comme nous, en fin de compte. Donc il y a plein de petites choses, mais à la finale, suivi au niveau scolaire, dans des endroits bien spécifiques, pour pouvoir l'aider à évoluer. Mais sinon, non, on n'a pas de complications réelles comme d'autres pourraient avoir au quotidien. Pas de complications, mais pourtant, Camille, tu nous disais tout à l'heure que tu avais mal aux jambes. Après, Il n'y a pas un traitement qui est mis en place au moins pour soulager cette douleur? Il n'existe pas de traitement dans le cas de la maladie de Camille? Alors, il y a un certain nombre de thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation, comme on le sait effectivement pour ces maladies. Pour le moment, effectivement, c'est plutôt du traitement symptomatique. On va traiter le symptôme. Comme ça a été précisé, la kinésithérapie souvent peut améliorer surtout au niveau des muscles respiratoires, parce qu'effectivement, c'est une maladie des muscles, mais qui peuvent atteindre les muscles des jambes, les muscles effectivement de la face, des muscles des bras, et aussi effectivement au niveau des muscles respiratoires. Donc il y a des mesures symptomatiques qui peuvent aider, qui certainement aident, et puis surtout un suivi de manière régulière par le médecin. Et c'est là où, encore une fois, toute l'importance effectivement de continuer à poursuivre les recherches justement pour trouver des solutions thérapeutiques. Là, c'est un exemple où on a été capable de faire le diagnostic de la maladie et pour lequel on est pour le moment encore à la recherche de solutions thérapeutiques qui permettront effectivement vraiment d'améliorer de manière significative les conditions de vie de Camille. Donc on se rend bien compte avec l'exemple qu'on a eu tout à l'heure qu'on avait eu une grosse errance au niveau du diagnostic et qu'on a énormément de mal à déterminer finalement quelle est la maladie réelle dont souffre Achille. Par contre ici on a trouvé ce dont souffre Camille, mais pas de médicaments, ou pas de traitement en tout cas adapté pour pouvoir soulager. Non, il faut tout surveiller et faire en sorte que les professionnels interviennent
Au bon moment. Là, en ce moment, elle a des problèmes au niveau des yeux parce que du coup, on a 8 muscles dans chaque œil et ces petits muscles, ils ne travaillent plus correctement. Donc du coup, là, elle est suivie par un orthoptiste. Et voilà, c'est en fin de compte, au moment où elle se plaint, où il y a un souci, qu'il faut être assez réactif et voilà, gérer tous ces petits problèmes. Après, on vit avec, donc en fin de compte, on a l'habitude au quotidien. Vous dites ça ne dérange pas, après que ça ne dérange pas Camille, parce que je pense qu'elle est... Enfin, ça ne dérange pas Camille. C'est qu'elle a grandi avec, donc en fin de compte, tous ces petits problèmes qu'elle a au niveau de la motricité fine et tout, en fin de compte, elle s'y est habituée et nous, on ne voit pas ça comme une gêne, parce que du coup, c'est notre vie. C'est votre vie. Bah oui. Camille, toi, ça t'embête pas de voir un coup le kinésithérapeute, un coup l'orthoptiste, un coup peut-être un autre spécialiste, d'être tout le temps rendu chez des spécialistes pour t'aider à faire fonctionner tes muscles? Non, parce que je sais que c'est pour mon bien et je sais que ça va m'aider beaucoup. Donc, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Toi, c'est ce que disait maman, c'est ton quotidien, donc finalement, c'est normal. Vous me disiez tout à l'heure, vous vivez au jour le jour? Oui, enfin, je suis partie dans cette optique-là. Quand on m'a appris la maladie, j'ai eu, au départ, c'est quand même, voilà, c'est une grande baffe. Et il y en a eu plusieurs, parce qu'au niveau scolaire, c'est pareil, c'était un peu compliqué. Et puis après, du coup, je suis partie dans l'optique où que, on ne cherche pas ce qui va pouvoir arriver demain, on avance et on vit le mieux possible et on fait ce qu'on peut pour vivre voilà, heureux et gérer tout, mais ouais, au jour le jour. Professeur, on n'avait pas parlé de ça tout à l'heure. Là, dans le cas de Camille, c'est le milieu scolaire éducatif qui a détecté les problématiques au démarrage. On pense effectivement à la famille qui voit évoluer son enfant ou au médecin traitant qui va peut-être détecter quelque chose de différent. Le milieu scolaire a aussi son rôle à jouer là, dans ce genre de... Absolument, je crois qu'à la fois donc, les parents, bien sûr, qui sont en première ligne, mais également l'environnement, donc, que ce soit effectivement scolaire ou le médecin traitant, sont parfois finalement les premiers qui vont alerter justement sur des petits signes qui apparaissent et qui étonnent effectivement, parce qu'on connaît bien l'enfant, forcément, et donc vont permettre justement d'alerter rapidement et d'instaurer tout de suite une consultation. Et c'est toi ça? Ah non, je croyais que c'était toi. Pour permettre un diagnostic rapide et éviter justement cette errance diagnostique. On voit bien là qu'il faut se battre sur deux tableaux, limiter cette errance diagnostique et ensuite la deuxième étape c'est bien sûr de trouver des... Alors, il y a des petits soucis techniques avec les micros, on ne vous entend pas très très bien. Donc, on va prendre le temps d'installer le micro. En attendant, on rappelle les chiffres, puisque Simon n'est pas là pour nous les donner. En tout cas, le 3637, puisque je ne connais pas malheureusement encore le chiffre de promesse de don, mais on rappelle que le 3637 pour pouvoir faire votre promesse ou www.tvton.fr. Je crois que notre micro fonctionne, on va pouvoir reprendre notre conversation. Désolé, professeur. Oui, donc je disais en pratique, souvent les premiers signes vont être notés surtout par les parents, bien sûr, par l'environnement familial, mais également l'environnement également scolaire, qui permettent d'alerter et de pouvoir ensuite instaurer donc une consultation spécialisée pour, comme je le disais, éviter et limiter l'errance diagnostique. Donc on voit bien qu'il faut se battre à la fois sur les deux tableaux, avoir un diagnostic le plus rapidement possible pour diagnostiquer au mieux, puisque effectivement après, il y a peut-être des solutions thérapeutiques pour certaines maladies, mais également surtout un accompagnement donc, du patient, justement, pour essayer de limiter les petits soucis que ça peut occasionner et de trouver, bien sûr, donc, les traitements qui sont absolument indispensables, donc avec notamment des programmes de recherche. Le professeur Procaccio parle d'accompagnement. Comment ça s'est passé dans votre cas, l'accompagnement, dès lors que la maladie a été, que le neurologue vous a annoncé cette nouvelle? Comment est-ce que vous avez pu être accompagné par les professionnels de santé? Alors au niveau des professionnels de santé, c'est moi qui me suis battue dès le départ. Il a fallu que, en fin de compte, au lieu de rester chez moi et puis pleurer, je pense, je me suis battue et j'ai demandé déjà les associations qui pouvaient m'aider. Et du coup, ça s'est orienté en fin de compte tout simplement. Et j'ai eu vent qu'au CHU de Nantes, ils prenaient en charge justement pour pouvoir suivre les enfants avec des problèmes neurologiques. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et après, elle a été suivie au niveau scolaire. Elle a été mise dans des établissements scolaires qui avaient aussi les
professionnel de santé à côté. Donc en fin de compte, tout s'est lié. Je suis vraiment tombée sur des bonnes personnes et au bon moment. Donc quoi, les associations, c'est vraiment essentiel dans la vie des malades, en tout cas, de pouvoir se tourner vers une association. Si on en ressent le besoin, je pense que après, moi je m'en suis tournée dès le départ et après j'ai arrêté parce qu'il a fallu que je me reconstruise, enfin que je me construise moi-même. Et avec mes enfants, il a fallu qu'en fin de compte le chemin se fasse quand même dans ma tête. Après oui, c'est superbe ce qu'ils font et il y a besoin de tous ces gens et il faut s'aider les uns les autres, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est important de pouvoir continuer. Jade, toi, tu es la petite sœur? Oui. Et tu accompagnes, toi, ta grande sœur, tu es là à ses côtés aussi? Oui, c'est important pour toi d'être avec elle, de lui montrer que tu l'aimes et que tu es présente? Oui, d'accord. Super. Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous raconter votre histoire, votre témoignage. C'est important pour qu'on puisse comprendre un petit peu quelles sont ces différentes maladies et puis qu'on puisse voir que voilà, il y a autant de cas qu'il y a de maladies rares. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, professeur. Donc vraiment merci d'être venu nous voir.